On parle maintenant juridique avec notre chroniqueuse juridique Marie-Claude Néron qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose à laquelle on ne pense pas très souvent, mais ou en fait pour lequel on pense que notre employeur n'a rien à voir là-dedans. On parle de relations de travail, mais entre ce qu'on fait dans notre vie privée et ce qu'on fait au travail. Alors, des fois, il peut y avoir un impact sur notre travail quand on fait des conneries dans la vie privée, finalement. Oui, oui. Et je suis avocate en droit du travail et je peux vous dire qu'il y en a plus qu'on pense. Oui, hein? Oui. Alors, ce que je te dirais, c'est qu'à l'ère où il y a de moins en moins de choses qui sont privées. Avec les Facebook, Instagram, Twitter et les gens de sont ce un peu monde, les artisans de ça. Oui, Ils mettent eux-mêmes c'est les choses. volontaire, Oui, là, c'est ça, tu sais. absolument. Fait que le droit qui régit les relations de travail a dû s'adapter aux nouvelles réalités, donc a considérablement évolué. Ce qu'on pensait initialement du domaine purement privé, les relations interpersonnelles, les propos sur un compte Facebook privé auquel seuls mes amis ont accès, bien, il faut se méfier parce que c'est peut-être pas si privé que ça finalement. Donc, on doit rester vigilant même une fois que la porte de la maison est fermée et verrouillée à double tour. Alors, dans le fond, j'ai identifié... ce qui est important de comprendre, c'est qu'en matière d'emploi, il y a ce qu'on appelle un lien de subordination. C'est ce qui caractérise un contrat de travail. Un lien de subordination, c'est quoi? C'est une relation de contrôle qui est bien évidemment en faveur de l'employeur, puis qui existe, qui va faire en sorte que le salarié va se devoir de se soumettre aux directives de l'employeur, puis à ses demandes. Et ce lien de subordination, là, généralement, il va avoir une considération de lieu. Il faut être sur les lieux du travail, de temps, pendant son horaire de travail et aussi d'activités en train de faire ce pourquoi on est rémunéré puis ce pourquoi on a été embauché. Donc, on peut avoir l'impression que ce qu'on fait en dehors de ce cadre-là n'a pas d'impact sur notre emploi. Absolument, parce qu'on va se dire, bien, le lien de subordination, c'est sur les lieux de travail pendant les heures, je suis chez moi, pas dans mon cadre de travail. Il n'y a pas d'affaire là-dedans. C'est ça. Mais il y a des exceptions. Okay. Il y en a toujours en droit. Oui, il y a absolument. des exceptions. Quelles sont ces exceptions-là? J'ai identifié pour vous 3 catégories principales que je vois le plus souvent dans ma pratique. Alors, on a les relations interpersonnelles, on a les propos tenus sur les médias sociaux, puis on va avoir aussi les actes criminels non éthiques ou moralement condamnables. Alors, on va commencer par les relations interpersonnelles. Il est ici question des conflits de personnalité, du harcèlement psychologique, mais aussi des relations amoureuses. Okay. Évidemment, le tout se déroule à l'extérieur du travail. Oui. A priori, tu vas me dire, mais Marie-Claude, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, là. Tu sais, une relation amoureuse, vite comme là... ça, on ne voit pas de problème, là. Sauf peut-être si on couche avec notre patron ou notre patronne. Bien, ça aurait pu être ça, mais c'est pas là que je veux t'amener pantoute, non. Okay. C'est bon. Alors, dans le fond, comme je dis, a priori, on peut se dire, mais pourquoi l'employeur interviendrait là-dedans? Mais si je te dis, j'ai 2 salariés d'une même entreprise qui ont une relation amoureuse, un soir, le mari se posait travailler, il rentre à la maison trouver son épouse et il la trouve avec un autre collègue de travail en train de batifoler. Et là, le mari menace de tuer l'amant. Et ça a l'air fictif, là, mais ça l'est... Oui, qui est aussi un collègue de travail. Ça a l'air fictif, ça l'est pas tant que ça, je te le dis. Oui. Non, ben c'est... Oui. Et là, on arrive avec l'amant en question qui s'est fait menacer, qui va voir son employeur puis qui lui dit « Moi, je ne peux plus être en contact avec lui, je ne peux plus être sur le même cadre de travail jamais. » Et on a le mari par-dessus ça qui se met à harceler sans cesse son épouse parce qu'elle a décidé de le quitter pour aller avec son amant. Là, dans une situation comme ça, il y a un lien avec le milieu de travail. Et il y a une raison pour l'employeur d'agir, puis elle se situe à plusieurs niveaux. Le premier niveau, on a un impact direct sur les relations puis l'organisation du travail. Pourquoi? Parce que le fameux amant, là, il est venu me voir en tant qu'employeur, puis il m'a dit « Moi, je vais être réaffecté. » Ça m'oblige à revoir mon planning, mon horaire, puis la gestion de mes ressources. Peut-être que c'était l'homme le plus compétent sur un corps de travail, il va falloir que je le remplace, il va falloir que j'indique à d'autres personnes qu'elles doivent changer de corps de travail aussi. Alors, j'ai une première assise pour intervenir. Et ça, c'est sans compter que mes 3 personnes impliquées puis qui travaillent ensemble, leur morale et leur productivité peut très certainement être affectée par ça. Absolument. La deuxième assise, puis ça faisait l'objet de la première capsule que j'ai faite à TVDL il y a quelques années, l'employeur est en l'obligation de maintenir un milieu de travail exempt de harcèlement de toute forme, notamment psychologique, pour l'ensemble de ses salariés. Alors, on comprend bien que si monsieur le mari se met à harceler sans cesse son épouse, ça ne cesse pas quand il passe la porte du travail, ça se continue. C'est ce qui va donner l'assise à l'employeur pour dire, moi, quand ça s'est porté à ma connaissance, je dois prévenir et faire cesser. Alors, à tout le moins, pour ce qui se passe sur les lieux de travail, l'employeur a une obligation d'intervenir. Et ça ne sera pas facile, là. Je veux dire... Non, parce que là, on est vraiment dans les relations interpersonnelles. Mais oui. Ça devient très difficile à gérer, tout ça. Puis,
Intervenir pour ce qui se passe au travail, peut-être, mais à partir du moment où le mari a quitté les lieux, l'employeur n'en a plus vraiment de contrôle. Ceci dit, tout ça, c'est pour dire, l'employeur ne peut pas se laver les mains en disant « ça se passe dans la chambre à coucher, ça ne me regarde pas ». Non, il y a un impact sur le travail, sur l'obligation d'intervenir. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à certaines mesures disciplinaires, par exemple, ou des choses comme ça? Donc, il pourrait y avoir vraiment un impact là, très précis sur le travail. Là. Il va y avoir nécessairement, on va dire, les principes, on va avoir une enquête, tout ça. Enquête et tout, là, Mais effectivement, puis on va le voir tantôt quand je vais parler de l'intervention, l'entreprise, la taille, ça va jouer beaucoup aussi. La troisième assise qu'on pourrait avoir dans un cas comme ça, c'est un petit peu au même effet que la deuxième assise, c'est-à-dire l'employeur a l'obligation de préserver la santé, la sécurité, l'intégrité de l'ensemble de ces gens. En laissant perdurer une situation de menace, de harcèlement, d'inconfort, sans intervenir de quelque manière que ce soit, mais à ce moment-là, probablement qu'il va être jugé qu'il ne respecte pas son rôle d'assurer un milieu de travail qui n'est pas néfaste à la santé, à la sécurité des gens. J'ai l'impression que ces 3 assises-là vont s'appliquer aussi aux autres cas dont on va parler tout à l'heure. C'est un peu le même principe. C'est tellement bon. Alors, dans le fond, en quoi va consister l'intervention de l'employeur? Bien, écoute, ça va dépendre beaucoup de la taille de l'entreprise. Tu sais, si une personne demande à être réaffectée, mais qu'on est dans une entreprise de 6 personnes, il y a un seul quart de travail. C'est un peu plus difficile. Oui, puis l'intervention de l'employeur, peut-être que ça va être de dire, dans les circonstances, je n'ai pas le choix d'en mettre un dehors. Il va falloir que les critères soient rencontrés, mais peut-être que ça sera ça. Quand on est dans une entreprise qui a 250 employés avec 2 quarts de travail, peut-être que ça va impliquer qu'il y en a un qui va se ramasser de nuit. Mais en tout cas, c'est plus facile. Ouais, ça va aussi dépendre de à quel point les gens sont prêts à collaborer, puis ça va aussi dépendre beaucoup de leur personnalité. Donc, tout ça pour dire, ça peut se passer dans la chambre à coucher, mais assisez-vous pas là-dessus. Ça peut avoir un impact sur le travail. Il y a un impact sur le milieu de travail. Et pauvre employeur qui est pris pour jongler avec tout ça. C'est pas facile non plus. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir une rencontre des personnes impliquées. Puis, je me mets dans les souliers de l'employeur qui n'est peut-être pas équipé pour gérer ça dans une petite PME. Il va se dire, là, je suis obligé de rencontrer le mari, l'amant, la femme. C'est pas une situation qui est agréable. Non, absolument. Là, le temps nous presse un petit peu. Donc, on va aller tout de suite voir quels sont les... Oui, c'est ça, parce qu'il y a d'autres choses. Et ça, c'est un peu nouveau, les médias sociaux, parce qu'effectivement, les gens étalent leur vie privée un peu sur les médias sociaux et ça peut avoir un impact sur le travail. Absolument. Dans le fond, là, le principe à retenir, c'est que l'employeur va être justifié d'intervenir chaque fois que son image, sa réputation ou encore ses intérêts financiers sont en jeu. On a vu sur les médias sociaux un commentaire, par exemple, vous devriez voir la qualité de la bouffe qui sert aux enfants au CPE, un tel, c'est infect, ils peuvent bien avoir la gastro. Quand l'employeur est identifié clairement dans la publication, que le salarié s'identifie lui-même à l'employeur en disant « je travaille pour telle entreprise », bien, l'employeur va être en droit d'intervenir parce qu'il faut qu'il préserve son image, ses intérêts économiques nécessairement. Ce qui va jouer, c'est est-ce que le profil était public, est-ce qu'il y a combien d'amis, il a été partagé combien de fois, tout ça. Le salarié n'est pas plus en droit de dire une information qui est diffamatoire sur Facebook parce que c'est vrai. Il faut bien le comprendre. Et l'autre chose, l'employeur, il doit absolument être conscient qu'il a le droit d'utiliser l'information qui est sur Facebook, contrairement à ce qui est souvent cru. OK, parce que c'est de l'information publique à ce moment-là. Oui, mais il faut qu'elle soit colligée de manière légale. Donc, le profil est public, je suis ami avec le salarié, ou encore, on m'a amené l'information, même si moi, je ne suis pas ami et que c'est un profil privé, quelqu'un me l'a apporté. Donc, l'intervention est très importante, puis il faut intervenir à chaque fois, pas laisser la situation dégénérer. Et j'imagine qu'il y a des lieux ou des emplois qui sont plus susceptibles d'être, ou enfin, pour lesquels il faut faire un peu plus attention à ce qu'on fait sur les médias sociaux. Oui, mais je dirais aussi, pour les actes criminels moralement condamnables ou non éthiques, là aussi, ça va venir jouer. Parce qu'on comprendra, à titre d'exemple, la personne qui fréquente un groupe criminalisé, puis qui est toute seule, je ne sais pas, peut-être dans un service d'archives ou qui ne rencontre jamais personne, ça n'aura pas la même gravité puis le même impact que la personne qui ramasse de l'argent à la sortie des banques pour le mettre en sécurité. Alors oui, le milieu de travail, il faut toujours chercher un lien avec l'emploi. Puis en terminant, là, si je devais émettre 3 principes importants, quand l'employeur se pose la question, est-ce que je dois agir? Il faut que je détermine un lien entre ce qui a été commis à l'extérieur du travail et le travail. Il faut que je cherche, moi, mon intérêt pour agir en tant qu'employeur, il est où? On va se rappeler de l'amant qui est arrivé puis qui a demandé un changement de cadre de travail. Puis le troisième élément, c'est de se dire, c'est quoi les droits et obligations de chacun? Le droit à la vie privée, liberté d'expression pour le salarié, versus moi, employeur, j'ai le droit à mon image, j'ai le droit d'avoir une compagnie qui est profitable. Et puis, au-delà de ça, j'ai l'obligation envers certains salariés qu'il n'y ait pas de harcèlement. Alors, ce n'est pas parce que ça se passe à l'extérieur du milieu de travail qu'on n'a pas le droit d'agir, mais ce qui est bien important, c'est d'agir rapidement,
puis en conformité, bien évidemment, avec, si on a une convention collective, les règles qui pourraient s'appliquer. Oui, c'est ça. Parce que là, il y a souvent des processus aussi qui sont prévus. Dans les plus grandes entreprises, il y a des processus qui sont prévus pour aider à régler ces choses-là. Absolument. C'est dans les plus petites entreprises, des fois, que ça peut être un peu plus compliqué. On a moins de ressources aussi. Et que là, ben, on fait appel à vous. Et voilà, on va vous aider à naviguer dans cette mer de principes et de règles. Parfait. Marie-Claude, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Évidemment, on aurait pu en parler pendant des heures de ces choses-là, mais je pense qu'on comprend bien l'essentiel. Faites attention à ce que vous faites en dehors du travail. Exactement. Ça peut avoir un impact sur votre travail. Voilà. Merci. Bonne fin de Bye journée. bye.